Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour tout le monde, c'est parti, podcast numéro 129. Aujourd'hui, j'ai 3 sujets. En premier, je vais parler d'un cas que j'ai eu dans la dernière semaine là, et on va parler de bureau de crédit. Okay? Un cas de refinancement, puis il y avait des petites erreurs au bureau de crédit. Je vais vous parler de ça, ce que vous pouvez faire pour potentiellement améliorer, corriger votre bureau de crédit. Ensuite, je vais parler de paiements qu'on voudrait éliminer, mais que plusieurs personnes n'ont pas le réflexe d'aller éliminer nécessairement ces paiements-là. Tu sais, il y a plusieurs paiements comme la carte de crédit, le paiement voiture, que ça, c'est comme des classiques. Tu sais, en finance personnelle, on va dire les éliminer, mais il y en a d'autres que c'est moins évident. On va parler de ces paiements-là que moi, j'aimerais quand même qu'on finisse par éliminer éventuellement pour atteindre l'indépendance financière. Dernièrement, je vais reparler un petit peu de manœuvre Smith, puis vous expliquer un peu comment ça fonctionne si cela vous intéresse. Commençons donc avec mon cas de bureau de crédit. Donc, c'est un refinancement, quelqu'un qui m'a approché pour justement refinancer sa propriété, peut-être faire une manœuvre Smith, consolider quelques dettes. Et puis, c'est une personne. Monsieur utilise beaucoup l'endettement pour sa consommation, mais surtout pour investir aussi. Donc, on a beaucoup de comptes au bureau de crédit, puis on veut aller investir en empruntant, puis bon, on est un petit peu dans ce mindset-là, mais on utilise aussi la dette pour d'autres choses au personnel. Puis là, on est rendu qu'on a quand même pas mal de dettes au niveau des cartes de crédit, et puis on veut consolider tout ça, mettre ça dans le prêt hypothécaire, puis ajouter une manœuvre Smith par-dessus ça. La personne n'a aucun retard, on est à jour dans nos comptes, on a un très bon salaire, on a un emploi aussi qui est dans un domaine qu'on connaît bien les chiffres. Donc, moi, quelqu'un qui m'approche, qui veut avoir une solution pour ça, on va regarder. Évidemment, peut-être que je serais allé jusqu'à parler des dangers de l'endettement, mais parfois, c'est délicat de parler de ça quand une personne a déjà beaucoup de connaissances en investissement, en crédit. Donc, moi aussi, je veux arriver avec la solution que la personne a besoin. Bref, on fait les ratios, tout ça, ça fonctionne. On fait un assez bon salaire pour permettre de faire tout ce que la personne veut faire, tout ce que monsieur veut faire. Par contre, au moment de regarder le bureau de crédit, donc la personne m'envoie ses documents, on ouvre le dossier, donc moi je refais tous les calculs, je vais chercher le bureau de crédit. On a un petit problème au niveau du bureau de crédit, la cote est basse. Pas nécessairement parce qu'il y a des retards, parce que ça, on est correct de ce côté-là, mais dans le passé, il y a eu des petites erreurs, des comptes qui n'ont pas été fermés. Donc, présentement, ce qu'on voit, il y a des comptes qui ont été réglés dans le passé, mais qui apparaissent toujours au bureau de crédit. Et il y a même une hypothèque avec un retard. Puis là, ça vient jouer sur la cote de crédit, malheureusement. Et puis, si on veut faire le refinancement, aller chercher le meilleur taux possible, aller vers les meilleurs produits hypothécaires, la cote est un petit peu trop basse. Il faut corriger le bureau de crédit avant de pouvoir soumettre le dossier en refinancement, ce qui devrait être possible, mais il faut quand même corriger ça. Donc ça, c'est possible. C'est quelque chose que moi, je ne fais pas souvent. Tu sais, je vous avoue que les gens qui m'appellent d'habitude leur bureau de crédit, on est dans les 700, on est dans les 800, tout est beau, on est prêt à investir, puis il n'y a pas de problème. Bon, cette personne-là, évidemment, pendant l'appel, là, c'est pas venu sur le sujet que la cote, mais même en fait, monsieur ne savait pas que sa cote était aussi basse. C'était une surprise, en fait, quand je lui ai commencé à lui parler de ça.
Donc, moi, je m'attaque à ce problème-là. C'est effectivement possible avec Equifax d'aller faire des corrections au bureau de crédit. Il faut arriver avec des documents. Puis là, c'est là que je parle maintenant aux auditeurs du podcast. Si vous avez justement votre bureau de crédit, s'est passé des choses dans le passé, puis vous n'avez jamais vraiment regardé, ça peut valoir la peine d'aller voir votre bureau de crédit sur Equifax, sur TransUnion, puis de regarder chacun des comptes. Est-ce que chacun des comptes ouverts sont-ils vraiment tous actifs en ce moment? Est-ce que ça reflète bien votre situation? Parce que s'il y a des comptes que vous avez fermés dans le passé, mais qui apparaissent toujours au bureau de crédit, ça va être problématique quand viendra le temps de faire justement un refinancement hypothécaire. Idéalement, vous savez, le milieu bancaire, le financement hypothécaire, c'est des grosses machines. On veut que lorsqu'on envoie le dossier, que ça passe du premier coup de façon automatique. Moi, je suis là pour justement tout bien écrire votre demande de prêt, puis de présenter ça de la meilleure façon possible. Par contre, l'institution financière, lorsqu'elle elle va se fier, surtout les systèmes automatisés vont se fier au bureau de crédit. Lorsqu'on a une cote qui va être en bas de 700, souvent sous un certain seuil, ça va bloquer. Puis ça se peut qu'il y ait des refus même automatiques. Peu importe ce que je vais écrire dans les notes pour expliquer, ça se peut qu'il y ait des refus automatiques. Et puis là, ça crée beaucoup plus de travail pour les personnes. Ils doivent se pencher sur le dossier, ils doivent regarder. Donc, vraiment, ce qui est important de faire, c'est un petit peu d'être à son affaire, de regarder son bureau de crédit s'il y a des erreurs. On doit prendre le temps. Puis je sais que c'est pas le fun. Je sais que c'est pas le fun d'appeler chez Equifax, d'appeler chez TransUnion. Ils vont demander des preuves, des documents. Peut-être qu'on n'a pas les documents. Peut-être qu'ils sont loin, ces documents-là, puis que c'est beaucoup de problèmes. Mais bon, moi, évidemment, dans une situation comme ça, là, moi, je recommandais qu'on aille corriger le bureau de crédit parce que l'autre solution, c'est que j'envoie le dossier puis que je mette des notes puis que j'explique, mais si c'est refusé automatiquement, ça se peut qu'on puisse juste rien faire, que la banque refuse puis qu'on ne puisse pas aller vers l'institution financière qui a, par exemple, le meilleur taux. Ou, en tout cas, ça va être plus compliqué. Donc, moi, je préfère qu'on prenne le temps de corriger ça. Puis, si on ne le corrige pas là, possible que plus tard, ça va toujours revenir, ces problèmes-là. Donc, c'est important, je pense, de les corriger au fur et à mesure, de prendre le temps de le faire. Moi, je peux aider à le faire. Je fais ça gratuitement en réalité. Là, quelqu'un qui a des problèmes comme ça. Puis, les courtiers hypothécaires, une fois qu'on a demandé le bureau de crédit, on peut aller communiquer avec Equifax au nom du client, OK? Parce qu'on a le consentement, on peut ajuster certaines corrections. Certaines corrections, on ne pourra pas les faire. Comme par exemple, si au niveau de Equifax ou TransUnion, là, j'ai plus traité avec Equifax dernièrement. S'il y a des doublons, par exemple, ça peut arriver s'il y a différentes institutions financières qui ont envoyé vos informations sous différents noms. Peut-être que vous avez plusieurs noms dans votre nom, puis que l'institution financière n'avait pas le nom au complet. Puis, bref, ça peut créer des doublons, ça. Puis ça peut être problématique parce que peut-être que votre compte a été fermé sous un doublon, puis qui est resté ouvert sous votre compte principal, par exemple. Donc, ça, il faut appeler pour demander de merger les doublons si vous avez des doublons au bureau de crédit. Et puis après ça, s'il y a des comptes qui restent, qui ne sont pas fermés, qui devraient être fermés, il faut envoyer les preuves comme de quoi que ces comptes-là sont fermés, comme de quoi que ces comptes-là sont à zéro. Puis ça va ajuster votre cote. Ça peut se faire assez rapidement en plus. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, j'ai envoyé une demande de correction et puis ça a été fait le lendemain. Donc, ça peut être assez intéressant de ce côté-là. Par contre, moi, évidemment, je ne peux pas faire tout moi-même. Ça me prend souvent des documents. Donc, c'est certain que ça me prend la collaboration de la personne. Je ne peux pas juste... Vous ne pouvez pas me dire, m'appeler et dire, OK, Fred, arrange mon bureau de crédit, là, parce que ça va me prendre des documents, ça va me prendre absolument votre... Puis oui, c'est beaucoup de travail pour vous aussi, là, OK? Donc, ça, c'était quelque chose que je voulais partager par rapport au bureau de crédit, des comptes. Puis peut-être que je pourrais y aller un petit peu plus dans le détail. Dans ce cas-là, ce qui était arrivé, c'est qu'on avait fait un refinancement dans le passé. Et puis là, à la dernière minute, chez le notaire, on avait changé d'idée lorsqu'on avait eu le montant de la pénalité à payer. OK? Donc, exemple, vous faites un refinancement, vous arrivez chez le notaire dit oui, il va avoir cette pénalité-là, par exemple 12 000 $. Et puis là, vous dites, moi, j'arrête tout. OK? Puis là, on est chez le notaire a demandé l'état de compte pour le remboursement. Votre prêteur actuel a arrêté vos paiements automatisés. Si vous faites ça, OK? Puis ce qui est arrivé dans ce cas-là, ici, de mon client, c'est que la banque a arrêté de prélever les paiements sur son hypothèque,
Mais finalement, le client n'a pas refinancé, a dit on arrête tout, moi je ne veux pas payer la pénalité. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que le prêteur est allé enregistrer un retard au bureau de crédit parce que, comme il avait arrêté le paiement automatique, ça leur pris le mois suivant. Après, ils se sont arrangés, puis les paiements ont repris. Ça l'a fait un retard au dossier de crédit sur une hypothèque. Et ça, c'est à peu près le pire type de retard qu'on peut avoir. On ne veut pas avoir de retard au niveau de compte hypothécaire au bureau de crédit parce que ça va faire bloquer toutes vos demandes de refinancement hypothécaire dans le futur. Les prêteurs n'apprécient vraiment pas quand il y a un retard au niveau d'un compte hypothécaire. Puis ici, c'était un bien malgré mon client. Parce que, en fait, c'était un peu de sa faute parce qu'il avait décidé à la dernière minute d'annuler son refinancement. Mais reste que c'est pas lui qui avait pas fait son paiement, c'est la banque qui avait arrêté de prendre les prélèvements puis que ça allait recommencer un peu plus tard. Bref, ça, c'est peut-être un autre... toujours vérifier le montant de la pénalité avant. Puis lorsque vous commencez le processus de refinancement, assurez-vous que vous voulez aller jusqu'au bout parce que il peut y avoir des problèmes comme ça à juste arrêter en plein milieu. Parfois, on se décourage face à la machine des institutions financières. C'est un petit peu pour ça aussi que faire affaire avec un courtier hypothécaire, votre courtier hypothécaire, c'est sur ses épaules que toute la lourdeur de la bureaucratie des institutions financières, du système bancaire va tomber. Okay? Puis lui, il va être là pour vous encourager, pour vous garder dans le bon chemin. Puis là, ici, dans ce cas-là, mon client s'était un peu découragé. Il avait décidé de retarder son refinancement. Donc, avait attendu un autre 6 mois et finalement était allé de l'avant 6 mois plus tard pour payer un petit peu moins de pénalité sur son refinancement. Mais le mal était fait. Là. Donc, présentement, moi, quand j'ai regardé son bureau de crédit, il y avait toujours ce retard-là et puis la cote n'était pas belle. Et puis là, on ne pouvait pas aller de l'avant facilement avec un prochain refinancement. OK. Donc là, j'espère en tout cas que basé sur cette expérience-là, ça vous donne une idée, là, tu sais. Moi, je dis toujours, le bureau de crédit, on n'a pas besoin de s'inquiéter, mais c'est certain que si on utilise beaucoup de crédit, qu'on a 8 cartes de crédit, qu'on a des marges de crédit, qu'on fait des refinancements aux 2-3 ans, puis qu'on change d'idée rendu chez le notaire, ça se peut que votre bureau de crédit devienne important dans le sens que là, même si j'ai tout fait mes paiements, même si je suis à jour, ça se peut que ça tombe très bas votre cote s'il y a des erreurs comme ça, puis qu'il y a encore des trucs qui n'ont pas été fermés, puis qu'il y a des doublons. Donc, ça devient important, le bureau de crédit, lorsqu'il y a des problèmes comme ça. Donc, il faut les corriger. C'est corrigeable. Il faut prendre son mal en patience, faire les démarches. C'est lourd, je le sais, mais ça vaut la peine de le faire pour que dans le futur, on puisse arriver à nos fins, arriver à faire ce qu'on a de besoin avec notre financement hypothécaire. OK, donc fin de la parenthèse pour le bureau de crédit. Maintenant, on va parler du sujet principal. Tu sais, moi, je dis souvent aux auditeurs, le message que j'ai sur le podcast, OK, c'est qu'il y a, bien évidemment, il y a certains paiements qu'on veut éliminer, qu'on ne veut jamais avoir. Idéalement, on veut avoir aucune dette. Tu sais, puis il y en a que c'est facile à comprendre. Là. Exemple, des soldes sur des cartes de crédit, tu sais, emprunter pour voyager. Limite même le prêt pour la voiture, la location. Il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'on va s'appauvrir si on va chercher un paiement de voiture. On va s'appauvrir si on utilise notre carte de crédit, on ne rembourse pas le solde au complet à tous les mois parce que c'est des taux d'intérêt qui sont assez élevés et puis ça va nuire à nos finances, ça va nuire à notre accumulation de richesses, ça va nous ralentir à atteindre l'indépendance financière. Mais il y a certains paiements qu'on n'a pas le réflexe de vouloir éliminer tout de suite, OK? Pour X nombre de raisons, je vais adresser ces fameux paiements-là aujourd'hui. OK, premier paiement, c'est notre paiement hypothécaire / loyer. Tu sais, exemple, je suis à loyer, donc je peux investir la différence. Tu sais, comme je suis à loyer puis que ça me coûte moins cher que d'acheter une maison, je peux investir la différence. Reste que le loyer, dans cette optique-là, ça va être un paiement qu'on va avoir toute notre vie parce qu'on n'a pas de stratégie en place pour éliminer. On va toujours avoir besoin d'un endroit où habiter, où se loger. Donc, lorsqu'on est locataire, c'est comme on a abandonné l'idée qu'éventuellement, on n'aura plus cette dépense-là.
plus tard dans notre vie. OK? Donc, le paiement de loyer, le paiement hypothécaire aussi, une fois qu'on a pris, oui, la décision d'être propriétaire, qui vient avec beaucoup, beaucoup d'avantages financiers, il faut le faire de la bonne façon, il ne faut pas augmenter trop vite notre maison puis aller chercher trop de confort nécessairement par rapport à un appartement, mais oui, devenir propriétaire va faire en sorte que là, au moins, on a la possibilité d'éliminer notre paiement pour notre logement. Tu sais, il va toujours rester taxes municipales, scolaires, chauffage, électricité, tu sais, les services de base, c'est certain, mais reste que le gros de ce qu'on paye, c'est souvent notre paiement hypothécaire, le remboursement de notre dette. Il y a certaines personnes que j'entends qui n'ont pas l'intention qui ne s'en vont pas vers l'élimination de ce paiement-là. Ils se disent, ben non, moi, dans le fond, j'aime mieux investir dans mes REER, puis je vais toujours garder mon paiement hypothécaire. Peut-être qu'un jour, je vais l'éliminer, mais je n'ai pas vraiment de stratégie pour le faire. Moi, je pense que c'est important, dès le départ, quand on va acheter notre première maison, d'avoir une stratégie de remboursement de notre hypothèque pour éventuellement éliminer aussi son paiement hypothécaire. OK? On peut le faire en 13 ans, on peut le faire comme je l'ai fait, ou se faire un plan en 20, 25 ans, mais pour moi, c'est important d'avoir un plan pour le faire. OK? Un autre type de paiement là, qu'on n'a pas le réflexe de vouloir éliminer dans notre vie, puis ça, ben, c'est comme par défaut, pour moi, c'est un paiement d'assurance vie permanente. Okay? Il y a deux affaires là-dedans. Là. Il y a le mot paiement puis il y a le mot permanent. Okay? C'est comme avoir un paiement de façon permanente. Puis là, je ne suis pas très connaisseur là, dans les produits d'assurance vie. Là. Peut-être que le paiement, on peut le faire pendant quelques années, puis éventuellement, on n'a plus besoin de le faire. Mais bref, ici, on mêle assurance, vie, on mêle assurance et placement. Et puis, pour moi, on se crée un paiement obligatoire. OK? Pour moi, on est très loin de l'indépendance financière, même si ultimement, il y a des avantages fiscaux, même si ultimement, on peut revenir gagnant. Je trouve que l'idée de m'attacher encore là à un paiement pour des raisons qui, au moins, c'est pas de la consommation. Là, parce que ça va être le premier réflexe qu'on va se dire, ouais, au moins, je suis pas en train comme d'emprunter pour m'acheter un voyage ou m'acheter une piscine ou m'acheter, je suis en train d'emprunter pour, oui, un besoin d'assurance, puis peut-être une épargne aussi. Mais reste qu'on s'attache à un paiement pendant une très longue période de temps et puis moi, je veux rien savoir de ça. T'sais, on a déjà assez de paiements, OK? On a déjà notre logement, notre alimentation, on doit se vêtir. On a déjà beaucoup, puis tout coûte toujours de plus en plus cher. Des paiements d'assurance vie permanente, pour de vrai, là, je pense qu'on a des façons de s'arranger autrement. On va se prendre plus une assurance temporaire, selon moi, puis nos investissements, on va le traiter séparément. OK? C'est pas. L'investissement ne justifie pas qu'on s'attache à un paiement sur une longue période de temps. OK? Parce que ça c'est souvent un argument apporté lorsque j'entends quelqu'un qui reste endetté. Je dis, oui, mais là, au moins, je le fais pour investir. Si je ne m'endettais pas, je ne pourrais pas investir. Oui, mais en même temps, tu t'attaches à un paiement, ça vient diminuer ta liberté. Imaginez-vous, avec le moins de paiement possible, c'est là que lorsqu'on travaille, tout notre argent nous revient et là, on peut décider, on a du contrôle sur notre vie dans ce temps-là. Je pense que c'est ça qui est important. On va être en charge, on va être en contrôle de notre vie financière. On va avoir le moins de paiement possible. OK? Donc, paiement hypothécaire, loyer, paiement d'assurance, vie permanente, ces deux-là, moi, je les élimine. OK? Je me fais un plan pour les éliminer. Bien, en assurance vie permanente, c'est facile, c'est juste de jamais contracter une assurance vie permanente. Je comprends là, que quand tu es travailleur autonome peut-être ou que tu es entrepreneur puis que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça peut devenir une stratégie si tu es multimilliardaire. Évidemment, là, je laisse ça de côté, je laisse ça pour les autres. Moi, je parle aux gens qui veulent partir de zéro puis accumuler un patrimoine de 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. On n'a pas besoin là, d'assurance vie permanente. On a besoin d'assurance, certainement. Il faut couvrir nos besoins. D'assurance, c'est super important, aller voir quelqu'un pour ça. Mais tu sais, on s'en tient à nos besoins. Okay? On n'a pas besoin de mêler l'épargne là-dedans là, puis l'investissement. Puis là, le troisième paiement dont je veux parler, c'est le paiement d'un prêt investissement réel long terme.
OK? Je ne parle pas là, du prêt REER temporaire qu'on fait comme au début de l'année juste pour investir dans nos REER puis qu'avec le retour d'impôt, on rembourse le prêt. OK? Ça, c'est pas super payant, là, c'est moins payant qu'on pense, là, mais limite, j'ai pas tant de problèmes avec ça parce que c'est très temporaire comme prêt investissement. On peut le faire, puis on a le retour d'impôt qui vient rembourser le prêt. Parfait, il n'y a pas de dommage. Ce que je déplore, moi, c'est quelqu'un qui retarde, par exemple, de payer son hypothèque pour placer dans ses REER. Ça peut être correct parce que oui, il faut mettre un certain pourcentage de notre revenu annuel dans nos REER. Fait que peut-être qu'on n'a pas d'argent supplémentaire pour rembourser notre prêt plus rapidement hypothécaire puis qu'on doit cotiser à nos REER. Ça, c'est parfait. On le fait avec notre argent, on le fait avec notre revenu. Là où est-ce que j'ai beaucoup de difficultés, c'est lorsque quelqu'un va vous conseiller d'emprunter plus sur votre hypothèque pour aller cotiser à votre REER. Ça, moi, je suis... Personnellement, pour ma situation financière, j'ai décidé de ne pas le faire. Et puis la raison, c'est que on recule lorsqu'on fait ça. On revient en arrière. C'est-à-dire, supposons que j'ai une dette de, je sais pas moi, 200 000, puis que je décide d'emprunter 50 000 de plus, de refinancer mon hypothèque, puis là, je me retrouve avec une dette de 250 000. Puis là, on dit, ben oui, c'est bon parce que ce 50 000-là, je vais aller le mettre dans mes REER, par exemple, ça va venir diminuer mon revenu imposable. Mon gros problème là, avec cette stratégie-là, c'est que là, ce 50 000-là qu'on vient de mettre sur l'hypothèque, on n'a pas de façon facile de rembourser ce 50 000-là, autre que par notre revenu de travail. Donc, on vient, là, en faisant ça, oui, je comprends que c'est mieux que d'aller refinancer pour des rénovations. On l'a mis dans nos REER, c'est de l'investissement, c'est à nous, ça va fructifier à la pique d'impôt, puis on va l'avoir à notre retraite, mais c'est ça le problème, on va l'avoir juste à notre retraite. S'il arrive quoi que ce soit, que ce 50 000-là, on veut le rembourser, on ne peut pas. On ne peut pas sortir ça de notre REER pour avoir une grosse incidence fiscale. Puis, notre argent est pris là. Une fois qu'on le met dans le REER, c'est pour aller le rechercher à la retraite. OK? Donc, moi, ce n'est pas une belle utilisation du prêt investissement lorsqu'on le fait de cette façon-là. Donc, moi, tout ce que je mets dans le REER, c'est oui, je veux en mettre absolument là, un 15-20 % de mes revenus, je veux le mettre dans mon REER à chaque année. Par contre, je ne vais pas aller m'endetter long terme pour cotiser à mes REER. Parce que lorsque je vais emprunter pour investir, je vais vouloir le faire d'une façon qui m'approche de l'indépendance financière. C'est-à-dire, je peux emprunter, investir, peut-être aller acheter un immeuble à revenu qui va être cash flow positif, ou est-ce qu'au moins l'intérêt, on va se faire rembourser par les revenus de loyer, et puis mon immeuble à revenu, s'il y a un problème, si ça ne fonctionne plus, si je suis tanné, je peux le vendre, qui est, oui, une solution qui peut-être a des coûts puis qui prend du temps, mais c'est un petit peu moins final que dire je l'investis dans mes REER puis que je vais le sortir juste dans 20-30 ans. 20-30 ans, c'est loin, là. Acheter un immeuble à revenu, oui, peut-être que si ça ne fonctionne pas, on va prendre quelques années pour le revendre puis on va pouvoir rembourser le prêt. Pour moi, les prêts, investissements sur notre hypothèque, ça devrait être un petit peu plus dans cette optique-là, quelque chose de plus flexible. OK? Puis là, vous me voyez venir peut-être, la manœuvre Smith, c'est un bon compromis. Si jamais, là, tu sais, on veut absolument emprunter pour investir, je le ferais plus, moi, avec du côté de la manœuvre Smith, c'est-à-dire on va investir dans un compte qui est non enregistré. Et puis, on va mettre de côté l'idée d'emprunter pour mettre dans le REER. OK? Et puis, l'autre solution, là, c'est de ne pas emprunter pour investir. Là. Ça reste, ça, une solution, selon moi, qui est tout à fait acceptable. Si, si on ne le sent pas, là, qu'emprunter pour investir, c'est pour nous, on ne le fait pas. OK? Carrément, là, tu sais. Puis, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, moi, les gens qui m'approchent pour faire manœuvre Smith parce que là, ils ont un petit peu cette idée-là, puis ils veulent le faire, puis ils ont le goût du risque, ils trouvent que leurs investissements n'avancent pas assez vite, puis ils ont ce paiement hypothécaire-là qu'ils n'ont pas le choix de faire, et ils ont l'idée de rembourser leur hypothèque éventuellement, d'arriver à zéro, peut-être à l'intérieur de 20 ans, peut-être à l'intérieur de 15 ans. Ils veulent arriver à rembourser leur prêt qui est non déductible le plus rapidement possible. Ici, Manœuvre Smith, on est
On est plus dans quelque chose, je trouve, qui nous approche de l'indépendance financière. Lorsqu'on emprunte, le problème pour investir dans son REER, ben c'est quoi la stratégie, là? Tu sais, c'est que là, rendu normalement à notre retraite, on va commencer à retirer du REER, mais on va toujours avoir notre prêt qui coûte de l'intérêt. Donc, on va être obligé de prendre des revenus de notre REER pour rembourser ce prêt-là. Ou en tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. On s'attache à un paiement. Pour moi, l'indépendance financière, c'est d'avoir le moins de paiements possible. Donc, on veut éliminer notre paiement hypothécaire, on va éliminer évidemment, un paiement d'assurance vie permanente. Et puis, lorsqu'on va emprunter pour investir, on va s'arranger pour que l'investissement puisse rembourser le prêt en cas de problème, pour que l'investissement soit cash flow positif, c'est-à-dire qu'on vienne couvrir les intérêts du prêt. On va faire quelque chose dans ce style-là, tu sais, parce que si vraiment on veut investir plus à risque ou est-ce que dans un produit qui n'a pas de retour tout de suite ou qui a un retour juste à long terme, on va utiliser notre argent pour faire ça. OK? Puis le REER, ça fait partie de ça parce que comme on l'enregistre pour juste le retirer à la retraite, bien, on va le faire avec notre argent, avec notre revenu. On ne le fera pas avec de l'emprunt. OK? Pour moi, ça, c'est important. Oui, c'est de l'investissement, c'est mieux que de la dette pour consommer, mais pour moi, il y a des meilleures solutions que ça. On veut, pour moi, arriver au moins de paiement possible, c'est super important. Donc voilà, c'est ce dont je voulais parler maintenant, certains paiements à éliminer. Pour terminer, je vais parler de la manœuvre Smith. Si vous demandez si c'est pour vous puis vous n'êtes pas certain, OK? Bien, c'est exactement ce qu'une rencontre initiale ensemble peut vous aider à déterminer. Vous venez me voir, vous allez me dire « Fred, est-ce que tu penses que c'est pour moi la manœuvre Smith? » On va regarder les chiffres, on va regarder les pour et contre ensemble, puis on va regarder ça honnêtement ensemble. Moi, ça va me faire plaisir qu'on fasse ça dans une rencontre initiale, puis ça va vous aider à prendre une décision, aller de l'avant ou pas. OK? Si vous décidez que c'est pour vous la manœuvre Smith et que vous voulez de l'accompagnement, bien, à ce moment-là, on peut le faire ensemble. Donc, on s'occupe de faire le refinancement, on déménage vers un nouveau prêteur, on va se rencontrer une fois qu'on a passé chez le notaire, on va se rencontrer pour la mise en œuvre de la stratégie. OK? Je fournis des rapports, je fournis un guide étape par étape, qu'est-ce qu'on va faire à chaque mois, puis je fournis la structure des comptes aussi qu'on aura besoin pour avoir notre déductibilité des intérêts. C'est un accompagnement complet. Donc, lorsque vous allez avoir votre financement, 1 mois, 2 mois après, vous allez être outillé pour vraiment continuer de l'avant et puis faire votre stratégie fiscale avec votre hypothèque pour investir et rembourser en même temps votre hypothèque le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!